Nous sommes au Texas, au sud des États-Unis. C'est à Livingston, en pleine campagne, que se trouve le couloir de la mort le plus actif du pays. Derrière ces barbelés, 245 détenus attendent leur dernière heure. Nous allons vous raconter l'incroyable histoire d'un homme condamné à mort et peut-être condamné à tort. Il s'appelle Rodney Reed. Il a plongé pour meurtre. Comme beaucoup, il clame son innocence. Sauf que dans son cas, l'enquête est remise en cause par la presse. Le condamné n'a plus que 15 jours, 360 heures, pour sauver sa peau. Ça fait 17 ans que je survis dans les couloirs de la mort. Presque 18 ans que je suis enfermé. Le système qui m'a piégé, moi, un innocent, et qui veut ma mort, c'est le même système qui veille sur nos enfants dehors. Cet ancien aide-soignant est père de 2 garçons. Voici à quoi ressemble la vie dans un couloir de la mort. Ces images sont rares, elles nous ont été fournies par la prison. Ma cellule, je tiens à peine dedans. C'est probablement pas plus grand que des toilettes. Au Texas, les conditions de détention sont les plus difficiles du pays. Dans chaque cellule, il y a un lit en fer et une petite tablette où poser ses repas. Juste au-dessus, une minuscule lucarne d'où le condamné entrevoit la lumière du jour. Près de la porte, un lavabo et un WC. Tout est scellé dans le mur. Et cela fait 18 ans que Rodney Reed vit 22 heures sur 24, dans moins de 6 mètres carrés. À quoi ressemble votre vie ici? Quand je me réveille le matin, je me prépare pour ma balade. Je sors de ma cellule, mais je suis toujours enfermé où que je sois. Il n'y a rien qui change ici. Tout est pareil. Même les 2 heures par jour hors de sa cellule, il les passe seul entre 4 murs de béton. Rodney se promène ici, avec ce panier de basket pour unique distraction. À l'intérieur, dans la salle de séjour, il n'y a qu'une table. Contrairement à d'autres couloirs de la mort, la télévision est ici interdite. Alors Rodney s'occupe comme il peut. Je lis des magazines, des journaux. J'écoute la radio. La musique, c'est ce qui me fait tenir. Je me replonge dans mes souvenirs. Je pense au bon vieux temps. Parfois, je regarde par ma fenêtre, enfin la lucarne, et j'admire les oiseaux. Plus de 3000 condamnés à mort attendent leur exécution dans les prisons américaines. Rodney, lui, espère encore s'en sortir. Qui est responsable de ce qui vous arrive? L'État. L'État du Texas. J'espère mourir de vieillesse. Je ne pense pas que je vais mourir ici, même si mon exécution est prévue dans 15 jours. Nous allons suivre ces 15 jours, au cours desquels l'affaire Rodney Reed pourrait connaître d'ultimes rebondissements. Les États-Unis exécutent-ils des innocents? Tous les 3 mois, un condamné à mort sort de prison pour erreur judiciaire. Anthony Graves fait partie des miraculés. Regardez-moi, j'ai passé 6640 jours dans les couloirs de la mort. J'ai eu 2 dates d'exécution. Aujourd'hui, je suis dans ma propre maison et je joue sur ma table de billard. Avec 35 exécutions l'an dernier, l'Amérique figure toujours dans le top 10 des pays qui exécutent le plus, juste derrière l'Irak. Mais la peine de mort divise de plus en plus le pays. À peine 55% de la population y est encore favorable, contre 78% il y a 20 ans. Il faut dire qu'en plus des erreurs judiciaires, une série d'exécutions ratées a choqué l'opinion. Quand la peine de mort vire à la torture, le condamné agonise pendant 45 minutes. Les yeux de Clayton Lockett étaient ouverts. Après l'injection, il parlait encore. Vous allez découvrir que depuis 2011, les laboratoires pharmaceutiques ne fournissent plus le produit mortel nécessaire aux exécutions.
Notre fournisseur s'est rétracté. Il ne voulait plus participer aux exécutions parce que son comité de direction pensait que ça pouvait nuire à leur business. Pour continuer à exécuter, les autorités jouent aux apprentis sorciers en administrant de nouveaux produits controversés. Les condamnés se révoltent. On a tous porté plainte ensemble parce qu'on veut se battre ensemble. On ne doit pas servir de cobaye. En tant que bourreau, Fred Allen a pris part à plus de 120 exécutions. Je voulais le faire parce que j'étais vraiment pour la peine de mort. De la Californie à l'Ohio, en passant par la Floride, la peine de mort est en vigueur dans 31 États américains. À lui seul, le Texas est responsable de la moitié des exécutions du pays. Nous avons rencontré des proches des victimes. Il a pris 2275 ans de prison plus la mort. Les gens ici voulaient la peine de mort. Et les familles des condamnés qui dénoncent les nouvelles méthodes d'exécution. S'ils utilisent du gaz, ils ne valent pas mieux qu'Hitler. Que faire lorsque la machine à tuer s'enraye? Enquête sur la dernière démocratie occidentale à pratiquer la peine de mort. Austin, capitale du Texas. C'est l'une des rares villes démocrates dans cet État ultra-conservateur. Ici, 73% de la population soutient la peine de mort. Pourtant, ce matin, une partie de la ville se mobilise. Des mères de famille, des retraités, tous sont convaincus de l'innocence de Rodney Reed. Ils réclament la réouverture de l'enquête. Vous allez où? Devant la maison du gouverneur. Peut-être que le gouverneur y déjeune avec sa femme et qu'il va apprécier le petit message qu'on veut lui faire passer. La foule dénonce le scandale d'un procès bâclé et demande de nouveaux tests ADN. Mais le pouvoir fait la sourde oreille. On espère que la presse sera là. C'est le plus important pour lui mettre la pression et l'obliger à faire ce qu'il faut. Plusieurs associations sont venues apporter leur soutien, dont Black Lives Matter, le mouvement de défense de la communauté noire né en réaction aux récentes bavures policières. On est rassemblés ici aujourd'hui pour se battre pour Rodney Reed et pour rappeler au pouvoir que la vie des Noirs compte. Les manifestants dénoncent le racisme ambiant dans cet État du Sud. Les Noirs seraient les premières victimes d'un système judiciaire très critiqué. On voit trop de cas comme ça, où des personnes sont envoyées dans le couloir de la mort alors qu'ils n'ont rien fait. C'est honteux. Tout ce que je veux, c'est la justice. Si leur message n'est pas entendu, dans 2 semaines, Rodney Reed sera exécuté pour le viol et le meurtre de Stacy Stites. C'est dans ce petit bois, près de Bastrop, que le corps de la jeune femme a été retrouvé le 23 avril 1996. Des sous-vêtements déchirés, des traces de strangulation, un morceau de ceinture. Elle aurait été violée avant d'être étranglée. À l'époque, Stacy est fiancée à Jimmy, un policier local. Le couple doit se marier 15 jours plus tard. Mais l'autopsie révèle la présence du sperme d'un autre homme, un Afro-Américain, Rodney Reed. David Fisher n'est pas un citoyen comme les autres. Son temps libre, il le passe à fouiner dans les affaires de la justice et à écrire dans le journal local. David est partisan de la peine de mort. Pourtant, aujourd'hui, il prend la défense d'un condamné. Il en est persuadé, Rodney Reed n'a rien fait. Les policiers savaient que Jimmy avait tué Stacy. Ils savaient qu'elle entretenait une liaison avec Rodney et que Jimmy les ferait payer tous les deux. Pour David Fisher, le policier aurait tué sa future épouse et se serait arrangé pour faire condamner son amant, avec la complicité de ses collègues.
David Fisher dit pouvoir le prouver. Premier élément troublant, selon la version officielle, Stacy a été violée et tuée dans le bois de Bastrop. Pour David Fisher, cette hypothèse ne tient pas. Selon lui, le corps aurait été transporté. Pour preuve, dans la voiture du fiancé, on a découvert des traces de liquide libérées par le cadavre de la jeune femme. Il n'y en a pas juste un peu, il y en a partout. Donc ça veut dire qu'on a entreposé son corps dans la voiture et qu'on l'a emmené dans le bois. Stacy serait donc morte ailleurs. Deuxième incohérence, l'heure du décès. Au petit matin, selon la police. La veille au soir, si l'on en croit David Fisher. Les photos qui ont été prises sont très parlantes. Elle était déjà en état de décomposition et la rigidité du corps commençait à disparaître, ce qui signifie qu'elle est morte plusieurs heures plus tôt. Or, plus tôt dans la soirée, Stacy se trouvait dans cet appartement, en compagnie de Jimmy, son futur mari. C'est ici, alors qu'elle montait ses escaliers, que sa mère l'a vue vivante pour la dernière fois. Pourtant, la police n'a pas jugé bon de venir inspecter cet endroit. Ils n'ont jamais perquisitionné ni demandé aux fiancés de fouiller l'appartement. Ils ont tout simplement ignoré ce lieu. C'était pour le moins étrange. Encore plus étrange, l'arme du crime, la ceinture, n'a jamais fait l'objet de tests ADN. Pour David Fisher, la machination ne fait plus aucun doute. Elle est bien morte dans son appartement, lundi soir, en compagnie de son fiancé. Ces éléments pourraient changer la vie de Rodney, non? Ça pourrait lui sauver la vie, oui. Parce que là, il ne lui reste que quelques semaines à vivre. L'affaire commence à intriguer les médias nationaux. Une chaîne de télévision a repris l'enquête à zéro. Dans quelques jours, elle va diffuser une émission spéciale. Le scandale pourrait bientôt éclater, mais le temps presse. À Livingston, dans la prison haute sécurité qui abrite le couloir de la mort, les condamnés n'ont le droit qu'à une visite par semaine. Nous allons retrouver Rodney Reed. Il se prépare à mourir. En ce moment, je mets de l'ordre dans mes affaires. J'envoie des documents. Juste pour être prêt. Donc vous vous préparez au pire. Je suis obligé. Je dois être réaliste. À ce stade, je n'ai pas le choix. Si Rodney semble résigné, ses avocats continuent de se battre pour faire reconnaître à la justice les incohérences de cette affaire. Ce qui me dérange, c'est que toutes ces preuves ont dû être apportées par mes avocats, alors qu'il y avait toutes ces agences de l'État impliquées dans l'enquête, avec des ressources illimitées. Il n'y a aucune excuse pour justifier que les éléments qu'on apporte aujourd'hui aient été ignorés avant. J'ai le sentiment qu'ils essaient de cacher la vérité pour sauver la face. À 2 semaines de son exécution, Rodney n'a qu'une obsession, faire entendre la vérité. La vérité, c'est que l'État du Texas va tuer un innocent. Il en appelle désormais au gouverneur du Texas. Dans cet État, il est le seul habilité à gracier un condamné. Ayez un cœur. Faites ce qui est bien. Suspendez l'exécution. Regardez les preuves. Donnez leur chance aux preuves, aux faits, à la vérité. Donnez-moi une chance. Rodney a l'impression que le sort s'acharne. Greg Abbott, le gouverneur qui peut lui sauver la vie, est l'ancien avocat général du Texas. C'est lui qui, pendant des années, a refusé la réouverture de son dossier. À Bastrop, dans le village de Rodney, c'est ici que vit sa famille. Dans cette maison délabrée, ses proches sont ruinés. Aux États-Unis, condamner une personne à mort revient à condamner toute une famille. Ses membres deviennent des parias. Après des années de galère,
C'est dans cette maison de retraite que Roderick, 53 ans, a retrouvé une place de cuisinier. Là, je prépare le service du soir. Au menu, on a ragoût au craffri et pain de maïs. Le frère de Rodney se souvient du moment où leur vie a basculé. On recevait des menaces de mort. On nous jetait toutes sortes de choses à la maison. Les gens passaient en voiture et nous insultaient. Ils ne savaient pas la vérité. À l'époque, Roderick et ses parents ont cherché un peu de soutien. En vain. Il y a une église juste en face de la maison. On leur a demandé de l'aide, mais ils ne voulaient rien avoir à faire avec nous. Ils n'ont pas voulu nous aider. La famille plonge dans la solitude, mais aussi dans la pauvreté. Roderick a lui-même tout perdu. J'étais marié. J'avais une maison sur la route 304. Mais après sa condamnation, tous ceux d'entre nous qui travaillaient en ville ont perdu leur travail, se sont fait licencier, sans raison. On était pratiquement blacklistés. Personne ne voulait embaucher le frère d'un meurtrier condamné. Impossible alors d'offrir à Rodney les services d'un bon avocat. Ça coûte des centaines de milliers de dollars, une bonne défense. Et si vous n'avez pas le capital, vous aurez la peine. La peine capitale, pour manque d'argent. 95% des condamnés à mort ont eu recours à un avocat commis d'office. Pour sa défense, l'avocat de Rodney n'aurait consacré au dossier que 40 heures de travail. Mon frère n'a rien fait de mal. Je suis fier de lui. Et je continuerai à me battre. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Roderick a raison de ne pas perdre espoir. Certains membres de la famille de la victime ont décidé de s'engager à ses côtés pour sauver Rodney. J-12 avant l'exécution. Aujourd'hui se tient une conférence de presse très attendue. Vous venez pour Rodney Reed? Oui. Alors que les parents de Stacy Stites se murent dans le silence, pour la première fois, la cousine de la victime va s'exprimer publiquement. Je m'appelle Heather Stubbs. Je suis la cousine de Stacy Stites. D'abord, ce que je voudrais faire, c'est m'excuser auprès de Roderick et de sa famille. J'aurais dû parler bien avant, mais je ne voulais pas m'exposer et je ne voulais pas donner l'impression de trahir ma famille. Pourtant, devant un parterre de caméras, Heather prend fait et cause pour le meurtrier présumé de sa cousine. Je ne crois pas, et d'autres membres de ma famille ne croient pas que Rodney ait quelque chose à voir dans cette histoire. Il n'a rien fait. Merci. J'ai lu comment la scène de crime avait été maquillée de telle façon que quelqu'un sans expérience policière n'aurait jamais su faire. Ce qu'il a dit est la vérité. C'est un Afro-Américain qui sortait avec la fiancée blanche d'un policier blanc connu pour être violent. L'officier Jimmy Fennell est en prison depuis 2008 pour un viol commis dans le cadre de ses fonctions. Dans cette salle, l'assistance en est convaincue. Rodney a été jugé sur sa couleur de peau. Aux États-Unis, 42% des condamnés à mort sont noirs, alors qu'ils ne représentent que 14% de la population américaine. On n'a aucune idée, nous les Blancs, de l'héritage de l'esclavage et de ce que c'est que d'être noir dans la société d'aujourd'hui. Sœur Hélène Préjean est une figure de la lutte contre la peine de mort. Son histoire a même été adaptée au cinéma. Dans La Dernière Marche, elle est incarnée par Suzanne Sarandon, qui vient en aide à un condamné, joué par Sean Penn. Depuis 20 ans, Sœur Hélène met sa notoriété au service des condamnés à mort. N'ayez pas peur d'appeler le gouverneur. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours, mais il faut l'appeler. Dites simplement, je pense qu'il est innocent. Utilisez votre pouvoir. Des appels téléphoniques et des pétitions pour lui demander d'épargner la vie de Rodney. 21 000 personnes se sont déjà engagées.
Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Je suis juste un gosse, moi. J'ai envie de jouer au foot, au basket, pas de faire ça. Mais quand je suis venu ici, ça m'a inspiré. Alors, j'ai décidé de prendre position. C'est la première pétition que tu signes? Oui, si je compte pas celle pour avoir plus de récré et moins de devoirs. Malgré l'approche de la date d'exécution, les soutiens de Rodney refusent de relâcher la pression. Et ils vont bénéficier d'un coup de pouce inespéré. Il est 19h, dans une pizzeria d'Austin. Les plus fidèles soutiens de Rodney Reed sont rassemblés pour regarder la télévision. Sympa de te voir. Pour la première fois depuis 18 ans, une chaîne nationale s'intéresse au cas de leur protégé. C'est super, ça peut potentiellement être énorme. Je suis curieuse de voir. Je pense que ceux qui vont regarder vont se dire « faut que j'agisse ». Oh, ça commence? En matière criminelle, même après le verdict, parfois le doute subsiste. Le principe de l'émission est simple. Un fait divers et 3 vrais experts à la recherche de la vérité. Le coupable est-il en prison? Ou le tueur court-il toujours? Pendant plusieurs mois, ces enquêteurs ont assemblé les pièces du puzzle et envisagé tous les scénarios possibles. Ça, c'est le véhicule avec lequel la victime devait aller au travail. Imaginons, elle part au travail. Il l'arrête sur la route. Il la viole dans la voiture. Elle se débat. Il la tue. L'émission reprend les codes des meilleures séries policières, quitte à jouer avec les nerfs des téléspectateurs. Parfois t'es là, mais non, il n'a rien fait, c'est stupide. Mais ils refont toute l'enquête depuis le début, donc bon. Dans cette salle, chacun connaît l'histoire de Rodney Reed par cœur. Mais tous attendent le verdict de l'émission. Tout ici a vraiment l'air mis en scène. Ils ont rendu la voiture au suspect numéro 1. Les analyses nous disent qu'elle n'est pas morte à 3 h du matin. Soit ils ont bâclé l'enquête, soit ils veulent étouffer l'affaire. Après 1h30 de suspense, les enquêteurs sont formels. Cet homme n'a rien à faire dans les couloirs de la mort. On est peut-être sa dernière chance. Ils vont tuer un innocent. Ce soir, plusieurs millions de téléspectateurs ont découvert les incohérences de l'enquête officielle. Je travaille avec Campagne contre la peine de mort sur ce dossier depuis presque 10 ans. Donc il n'y a rien de très surprenant pour moi. Mais c'est vraiment rassurant de voir tout ça dans une émission de télévision que des millions de gens regardent. À l'approche de la date fatidique, ce coup de projecteur remonte le moral des troupes. À Bastrop, ce soir, l'heure est à la fête. Roderick et ses amis sont de sortie. Et dans ce pub du centre-ville, la plupart des clients ont vu l'émission. C'était incroyable. Alors quelle est la situation là? Les retombées vont être internationales, ça va forcément bouger. On attend la décision, ça ne devrait plus tarder. Mais là, j'essaye de me relaxer un peu et de profiter de la fête. Le bar organise une soirée karaoké. Alors Roderick prend le micro. Ce soir, il est bien loin des couloirs de la mort. Pourtant, Roderick ne peut s'empêcher de penser à Rodney. Je suis là ce soir pour vous parler de mon frère, parce qu'il est innocent. Je suis là ce soir pour vous dire qu'on va le sortir de là. C'est devenu sa raison de vivre. Ma vie passe au second plan. Le numéro 1, c'est lui, c'est ma priorité, vous savez. Je continue de travailler, de manger. Mais mon cœur, mon combat, mon âme sont là-bas, avec lui. Judy est une amie de Roderick et de Rodney. Au Texas, les condamnés à mort n'ont pas le droit au téléphone. Alors, chaque vendredi, leurs proches appellent le Prison Show.
Une émission de radio que les détenus écoutent dans leurs cellules. Ok, c'est au tour de Judy. Hey, bonsoir, j'appelle pour Rodney. Elle tient à lui donner les dernières bonnes nouvelles de la journée. Le maire de Bastrop est passé chez ta maman aujourd'hui pour lui exprimer son soutien. Les choses sont vraiment en train de bouger ici. Très bien. Chaque nouveau ralliement est une petite victoire. Bonne soirée. Roderick, lui, s'en remet à Dieu. Dieu décide s'il doit mourir, pas eux. Ce soir, pour les soutiens de Rodney, tout paraît encore possible. On va gagner! On va gagner! Tu m'entends? Tu m'entends? Et les proches de Rodney vont enfin être entendus. 10 jours avant la date d'exécution, coup de théâtre. La Cour d'appel a suspendu l'exécution de Rodney Reed prévue la semaine prochaine. Nous revenons tout juste de Bastrop. C'est une décision que ses proches attendent depuis 18 ans. Ce soir, sa famille parle de victoire. Les incohérences présentées par ses avocats ont permis à Rodney de gagner un sursis. Un premier pas qui pourrait conduire à sa libération. Car la justice américaine admet parfois ses erreurs. 155 condamnés à mort ont été innocentés ces 40 dernières années, notamment grâce au développement des tests ADN. Depuis janvier 2014, 12 ont été libérés. Parmi eux, Alfred Brown, incarcéré 10 ans au Texas, Glenn Ford en Louisiane et Anthony Ray Hilton en Alabama. Ils ont chacun passé plus de 30 ans derrière les barreaux pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Oh, merci mon Dieu. Merci Jésus. Mais le cas le plus célèbre est celui d'Anthony Graves, 49 ans. Il a survécu à 2 dates d'exécution. Accusé à tort de meurtre, l'État du Texas lui a versé près d'1,5 million de dollars. 225 $ par jour passés derrière les barreaux. Je vais commander à manger. En prison, l'ancien condamné à mort n'avait bien sûr pas le choix du menu. Quel est votre meilleur burger? Alors on a le burger californien. Mais son premier repas d'homme libre, il s'en souvient encore. Je rêvais d'un grand barbecue. Alors j'ai eu un grand barbecue. C'était juste avant la conférence de presse. Ils m'ont attendu pendant 1 heure. J'étais en retard. Et quand je suis arrivé, j'avais du jus de viande partout sur mon t-shirt. Ça a dû être un sacré repas. Ah ça, oui, ça a été le meilleur repas de ma vie. Malgré les conditions de détention extrêmement difficiles, Anthony Graves tient bon. Le véritable choc survient au moment de sa libération. C'était comme si je débarquais de Mars. C'est ce que j'ai ressenti. J'étais très sensible. Je pleurais pour un rien. Sur les conseils de ses proches, il décide alors de demander de l'aide. Je suis allé voir une psy, mais j'ai eu l'impression que les rôles étaient inversés. Elle pleurait plus que moi. C'est moi qui lui donnais des mouchoirs. 5 ans après sa libération, la vie normale a repris le dessus. Aller au restaurant, conduire sa voiture, Anthony Graves est aujourd'hui un voisin comme les autres. Comment ça va, Ted? Et toi? Ce qui le surprenait au moment de sa sortie fait aujourd'hui partie de son quotidien. Je me disais, c'est dingue. Pourquoi tous ces gens marchent avec leur téléphone portable dans la main? Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je marche toute la journée avec ce téléphone. Même si je dois aller aux toilettes, je l'embarque avec moi. Anthony Graves est le 12e condamné du Texas à avoir été libéré. Il a passé 18 ans dans les couloirs de la mort. Aujourd'hui, il vit dans cette villa de la banlieue de Houston, acquise grâce à ses indemnités. Je suis au paradis ici. C'est pour ça que je ne sors pas beaucoup. Parce que c'est tout ce dont tu rêves quand tu es au fond de ta cellule. Dans son garage, Anthony a réalisé un autre de ses rêves, s'offrir de belles voitures. Ça, c'est ma voiture pour les filles. Et ça, c'est ma voiture pour le business. Business, plaisir, plaisir, business. Mais après 18 ans passés dans moins de 6 mètres carrés, son vrai luxe, c'est l'espace.
Au début, je me disais, c'est tellement grand. Parce que, vous voyez l'espace ici? Ma cellule, elle faisait la moitié de ça. Seulement la moitié. Et c'est pas large. Aujourd'hui, l'ancien condamné à mort essaie de profiter de la vie. J'ai acheté ce billard pour flamber. Mais vous y jouez avec qui? Avec mes amis imaginaires, comme j'habite seul. Bon, de temps en temps, j'ai de la compagnie. Je reste un homme. Pas facile, après tant d'années de prison, de reprendre une vie normale. Mais Anthony se considère comme un miraculé. Regardez-moi, j'ai passé 6640 jours dans les couloirs de la mort. J'ai eu 2 dates d'exécution. J'ai vu une centaine de gars se faire tuer. Et aujourd'hui, je suis dans ma propre maison. Je joue au billard sur ma table de billard. C'est tellement fou. C'est pour ça qu'on ne peut jamais abandonner dans la vie. Malgré cette nouvelle vie confortable, Anthony Greaves n'a pas oublié ce qu'il a vécu. Depuis sa libération, il parcourt les États-Unis pour témoigner. Ça, c'est mon bureau. L'erreur judiciaire dont il a été victime a fait de lui une célébrité. C'est l'Emmy Awards que j'ai reçu pour le documentaire basé sur mon histoire. Une histoire qui débute en août 1992. Anthony Greaves est arrêté pour le meurtre d'une famille de 6 personnes. Vous êtes accusé de meurtre passible de la peine de mort. Qui, moi? Une plainte vous accusant de ces faits a été enregistrée auprès du tribunal. Vous avez compris ce que j'ai dit, Anthony? Oui, madame. Anthony a été dénoncé par cet homme, Robert Carter. C'est lui le véritable tueur. Rapidement démasqué, Robert Carter confesse avoir menti sur l'implication d'Anthony Greaves. Mais pour le procureur de l'époque, pas question de se déjuger. Il sait Anthony innocent, mais le fait condamner à mort. Cette effroyable machination, Anthony la raconte aujourd'hui dans un one-man show dramatique qu'il a lui-même produit. J'étais un jeune Afro-Américain sans ressources, qui tentait de dire la vérité. Mais ils ont tout inventé. Ils savaient. Ils ont caché toutes les preuves qui m'innocentaient. Anthony est finalement libéré le 27 octobre 2010. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Grâce au travail bénévole de cette avocate. Incroyable! C'était un moment très émouvant de ma vie. Tout ce qu'il possède alors tient dans ce petit carton. Anthony est libre, mais sa mère ne le sait pas encore. Enfile quelque chose, hein, parce que je rentre à la maison. C'est ton fils. J'ai dit bien sûr, c'est ça, c'est mon fils. Et juste pour que tu saches, je ne me suis pas évadé. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Ce que je ne savais pas, c'est si je sortirais debout ou si on porterait mon cercueil. Mais je savais que ma mère me toucherait à nouveau. À sa libération, Anthony Greaves crée sa propre fondation pour aider les plus pauvres à se défendre face à la machine judiciaire. Je suis la voix des sans-voix. Je parle en leur nom pour dire que ce sont des êtres humains, qu'ils aient ou non fait quelque chose de mal. Mais qui sommes-nous pour les tuer et appeler ça la justice? Je consacre ma vie à ce combat. C'est la seule chose qui lui donne un sens et qui me permet d'en reprendre le contrôle. Anthony Greaves a entamé une procédure judiciaire à l'encontre de celui qui l'a fait condamner à tort, le procureur Charles Sebesta. Après avoir obtenu sa radiation pour faute grave, il l'attaque désormais au civil. L'ancien condamné pourrait toucher plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts. À 1 heure de route de Houston, se trouve Huntsville.
C'est ici que sont conduits les détenus le jour de leur mort. Ici qu'Anthony Graves aurait dû être exécuté. La chambre d'exécution du Texas est la plus active du pays. Derrière ces murs, 528 condamnés ont perdu la vie ces 30 dernières années. 120 d'entre eux ont croisé le regard d'un bourreau qui vit à seulement quelques pâtés de maison de là. Fred Allen était gardien de prison avant de devenir chef de l'équipe d'exécution. Pendant 13 ans, il a sanglé les condamnés à leur table. Mais après un burn-out, il s'est reconverti en téléopérateur dans le transport. Ce casque me permet de répondre au téléphone et de gérer mes affaires. Fred travaille aujourd'hui seul avec ses chihuahuas dans ce petit cabanon situé à l'arrière de sa maison. Excusez-moi. De sa vie d'avant, l'ancien bourreau n'a rien conservé. Allô, c'est Fred. À part quelques coupures de presse et cette plaque. Ça, c'est quand j'ai été promu lieutenant. J'étais le responsable. J'avais la garde des prisonniers, mais je gérais aussi les employés. Un matin, l'aumônier de la prison lui demande de rejoindre l'équipe d'exécution. Fred Allen n'hésite pas une seconde. Il n'y avait pas à réfléchir, je voulais le faire. Je voulais le faire parce que j'étais vraiment pour la peine de mort. S'il parle au passé, c'est que Fred Allen a aujourd'hui changé de vie. C'est sûrement l'une des premières photos que nous avons prises ensemble. Debbie est sa deuxième épouse. Son premier mariage n'a pas survécu à son métier si particulier. Quand je rentrais, ça me prenait 1 heure ou 2 pour me détendre. Et après, j'allais me coucher. Elle savait combien j'étais nerveux. Certaines nuits, elle allait dormir ailleurs, tellement j'étais agité. Après 120 mises à mort, le 3 février 1998, Fred craque. Mon exécution de trop, c'est elle. Elle, c'est Carla Faye Tucker, 39 ans. Première femme exécutée par injection létale aux États-Unis pour un double meurtre. Ce jour-là, Fred Allen répète les gestes habituels. Mais de retour chez lui, l'émotion le submerge. D'un seul coup, des larmes incontrôlables sont montées. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là que j'ai appelé l'aumônier. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je revoyais tous ces condamnés que j'avais ligotés. C'était comme des flashs. Ces visages, le capitaine Allen ne les a pas oubliés. Même si la plupart des condamnés sont partis sans opposer de résistance. Je me souviens d'un hispanique. Il s'était arrêté juste devant la table d'exécution, il hésitait. Il ne savait plus de quel côté il devait mettre sa tête. Il s'est excusé. Mais à peine arrêté, on l'a attrapé et installé de force sur la table. Avant d'attacher les condamnés, Fred Allen devait veiller sur eux. Partager leurs dernières heures rendait cette tâche encore plus difficile. Sacrée journée. Ça fait 8 heures que je suis avec cet individu, que je fais tout pour qu'il se sente bien, et puis, d'un coup, il n'est plus là. Pendant 13 ans, le capitaine Allen vit au rythme d'une exécution par mois. Viens ou le gros poisson va te manger. Viens. S'il se dit aujourd'hui opposé à la peine de mort, l'ancien bourreau ne se sent pas pour autant responsable. J'étais là pour faire appliquer la condamnation. C'était ma mission. D'autres ont aujourd'hui pris le relais. Mais la hiérarchie pénitentiaire leur impose le silence. D'autant que depuis avril 2014, la peine de mort a du plomb dans l'aile. En un an, 4 États américains ont stoppé les exécutions. Cette suspension des mises à mort est partie d'un fait divers sordide. Un soir de juin 1999, Clayton Lockett, 23 ans, tire sur Stephanie Niemann avant de l'enterrer vivante. La lycéenne a été témoin d'un règlement de compte dans une affaire de drogue. Arrêté le lendemain du meurtre, Clayton Lockett confesse un crime de sang-froid. J'ai pointé l'arme sur elle et j'ai tiré. Mais le pistolet m'a échappé.
J'ai dit mince. Je pouvais l'entendre pleurer. Elle essayait de me supplier. Le meurtrier n'a que faire des suppliques de sa victime. Il tire une deuxième fois. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle respire encore. Elle se débat. J'ai dit mais je lui ai déjà tiré 2 fois dessus. Je vais pas recommencer. Il ordonne alors à l'un de ses complices de creuser un trou. Je lui ai dit, mec, mais qu'est-ce que tu veux enterrer là-dedans? Un chien? C'est pas assez grand. Ça va pas le faire. Elle est pas enterrée là. Elle a un pied dedans, un pied dehors. Donc il l'a enterrée à nouveau. Stephanie, 19 ans, meurt asphyxiée. Aujourd'hui, sa dépouille repose dans le cimetière de Perry, en Oklahoma. Brian Thomas dirige la police de la ville. Voilà la tombe de Stephanie. À l'époque des faits, il était gardien de prison. Il a surveillé le meurtrier jusqu'au verdict. Il a pris 2275 ans de prison, plus la mort. C'est le jury du comté qui l'a décidé. Il n'y a eu aucune clémence. Je pense que notre communauté attendait la peine de mort pour ce crime. À Perry, village paisible de 5000 habitants, on n'a jamais connu un tel crime. La petite prison municipale a même dû s'adapter pour accueillir un détenu aussi dangereux. Regardez, cette cellule a été conçue juste pour lui à l'époque. Comme vous voyez, on a construit ces murs qu'on a doublés d'une cage grillagée. Car Clayton Lockett n'hésite pas à provoquer ses geôliers. C'était le genre à se fabriquer une épée, à t'appeler et à te la donner, juste pour te montrer ce dont il était capable. Le meurtrier de Stephanie Niemann fait peur à tout le village. Ici, à Perry, les habitants veulent sa mort. Même à l'église méthodiste locale. Comme tous les lundis, ces femmes se retrouvent entre elles pour prier. Et quand on les interroge, elles n'ont aucune pitié. Débarrassez-moi de lui. Il n'a pas besoin de vivre et de traîner dans le coin. Moi, je ne pourrais pas travailler dans la police. On m'arrêterait pour meurtre dès le premier jour. Je n'ai aucune tolérance pour ces gens et aucune pitié pour eux. Pourtant, c'est bien cette affaire qui a ému le monde entier et qui a relancé le débat sur la peine de mort dans tout le pays. Car le jour de l'exécution de Clayton Lockett, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le chef de la police de Perry était présent, aux côtés des parents de la victime. J'étais assis là, le directeur de la prison nous faisait face. La tête de M. Lockett était à ma droite, ses pieds de ce côté. Il n'arrêtait pas de se lécher les lèvres et il regardait droit devant lui. Je l'ai vu fermer les yeux et les rouvrir ensuite. Après, je l'ai entendu dire, je crois qu'il a dit le mot maman. Il a dit maman. Et puis d'un seul coup, il a essayé de se lever de la table. Je n'avais jamais assisté à une exécution. Je ne savais pas ce qu'il se passait. C'est à ce moment-là qu'ils ont baissé le rideau. Derrière le rideau, Clayton Lockett agonise près de 45 minutes avant de mourir. Cette exécution ratée fait les gros titres de la presse internationale. Le monde entier s'indigne. Mais que s'est-il vraiment passé? Selon le rapport officiel, un simple problème technique. Mal placée, l'intraveineuse diffuse le produit dans les chairs du condamné et non directement dans les veines. En réponse aux critiques, l'État de l'Oklahoma investit dans une salle d'exécution flambant neuve et convie la presse. On a des sangles pour le haut et le bas du torse, d'autres pour les mollets, et en plus de ces lanières-là, on a celles pour les biceps. Montant des travaux, plus de 100 000 $. Mais cette opération de com masque mal le véritable problème. Jusqu'alors, l'État de l'Oklahoma a injecté à ses condamnés du pentobarbital, un puissant barbiturique. Mais depuis 2011, les laboratoires pharmaceutiques ont décidé de boycotter les prisons. Face à la pénurie, les autorités optent pour un produit plus simple à se procurer, le midazolam.
Pour les proches des condamnés, ce nouveau produit serait la cause des exécutions ratées. C'est dans ce quartier résidentiel que vit Billy Ogden. Billy est la nièce de Richard Glossip, condamné à mort pour avoir commandité l'assassinat de son patron, ce qu'il a toujours nié. Ça, c'est lui avec une coupe incroyable. Il est tellement jeune. Et ça, c'est lui aujourd'hui. Richard Glossip, 51 ans, est le prochain sur la liste des condamnés à recevoir du midazolam. C'est lui. Plusieurs fois par semaine, il appelle ses proches depuis la prison. Pour accepter cet appel, appuyez sur 5. La télévision n'est pas autorisée à y pénétrer. Comment ça va? Ça peut aller. Nous devrons donc nous contenter de cette interview téléphonique. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour m'empêcher de parler. Ils ne veulent plus de mauvaise publicité. Richard Glossip a décidé de mener la fronde contre l'État de l'Oklahoma. Bizarrement, lorsqu'il aborde le sujet, T'es là? la conversation est coupée. Ils ont coupé. Mais Richard rappelle immédiatement. C'est lui qui raconte au monde entier ce qui se passe ici. Dans les couloirs de la mort, il est devenu une sorte de porte-parole. Personne ne s'attendait à ce que Clayton Lockett parte dans de telles souffrances. C'est de la torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec d'autres condamnés, Richard a déposé un recours devant la Cour suprême des États-Unis. On a tous porté plainte ensemble parce qu'on veut se battre ensemble. Rien ne justifie qu'on serve de cobaye. Pour les condamnés et leurs familles, le vrai problème, c'est le choix du midazolam. Le sédatif utilisé pour remplacer le pentobarbital devenu indisponible. Midazolam sert à endormir une personne en cas d'intervention mineure ou autre procédure médicale. Pour Billy, le midazolam ne serait pas un anesthésiant assez puissant. Ça n'endort pas vraiment les gens. Les yeux de Clayton Lockett étaient ouverts. Après l'injection, il parlait encore. Un autre condamné a dit on dirait de l'acide. Ça le brûlait. Dans un rapport officiel, 16 experts indépendants appuient cette thèse. Le midazolam ne serait pas un substitut approprié au pentobarbital. Ce produit serait incapable de rendre inconscient un individu. Lors de l'exécution, le condamné ressentirait donc de la douleur. Mais alors, pourquoi avoir fait le choix du midazolam? Qui a pris cette décision? Cette décision a été prise par quelqu'un qui n'a aucune connaissance en pharmacologie, qui est simplement allé sur le site médicaments.com et qui a dit « Ok, on prend ça ». Billy dit-elle vrai? L'homme qui a fait le choix du midazolam est-il incompétent? Nous partons à sa rencontre. Norman, Oklahoma. C'est ici que vit Michael Oakley, ancien avocat de l'administration pénitentiaire de l'État. À la retraite depuis 1 an, il profite aujourd'hui des plaisirs d'une vie sans stress. J'aime vraiment jardiner. C'est très reposant pour l'esprit. Et puis c'est agréable de voir le résultat si rapidement. Michael Oakley a défendu les intérêts de l'administration pénitentiaire pendant plus de 25 ans. Mon job était stressant, oui. C'est rien de le dire. Parmi ses attributions, l'approvisionnement en produits létaux. Nous avions un stock de pentobarbital que j'avais réservé. C'était chez un pharmacien du coin. Mais il s'est rétracté. Il ne voulait plus participer aux exécutions parce que son comité de direction pensait que ça pouvait nuire à leur business. En Oklahoma, la loi protège les pharmaciens qui fournissent les prisons en leur garantissant l'anonymat. Mais les médias ont révélé l'identité de ce mystérieux fournisseur. À partir de là, il n'a plus rien voulu nous vendre. J'ai demandé au pharmacien s'il voulait plus d'argent, si c'était à cause de ça. Mais il a dit que non. Cette annonce tombe mal. La gouverneure de l'État est en pleine campagne pour sa réélection. Mary Fallin exige des équipes en place de trouver une solution rapide.
La gouverneure appelait 2 fois par jour. Je devais faire un rapport à mon directeur matin et soir pour le tenir informé de nos progrès. En Oklahoma, personne ne veut paraître laxiste en matière de criminalité. Si vous suspendez les exécutions, vous serez accusé d'être faible et un autre sera élu à votre place. Sous la pression, Michael Oakley joue les apprentis sorciers. Je n'avais aucune expertise, que ce soit en pharmacologie ou en médecine. Et donc, j'ai lu ce que j'ai pu trouver à lire. Aucun médecin n'accepte de l'aider. Tuer est contraire à l'éthique médicale. Sur Internet, Michael s'informe sur le midazolam. Le produit est déjà utilisé en Ohio. Sauf que quelques mois plus tôt, une première exécution ratée a eu lieu. Michael décide d'appeler son collègue. Je l'ai interrogé et il m'a dit « Tu sais, Mike, cette exécution a été complètement montée en épingle par les médias. Les médias ont exploité l'affaire. » Il m'a dit « J'étais là, ça ne s'est pas aussi mal passé qu'ils ont bien voulu le faire croire. » Rassuré, Michael Oakley propose le midazolam à sa hiérarchie qui valide le protocole. Quelques semaines plus tard, l'exécution ratée de Clayton Lockett défraie la chronique. Émotionnellement, ça a été difficile pour moi. Toute cette histoire a été difficile à vivre. Pour autant, Michael ne doute pas d'avoir fait le bon choix. Il s'en tient à la version officielle. Le produit, c'était pas le problème. C'est la façon dont ils l'ont administré le problème. C'est mon avis. Peut-être que j'essaie juste de me convaincre, je sais pas. Le frère du condamné à mort, lui, veut connaître la vérité. Pour comprendre pourquoi Clayton Lockett a agonisé 45 minutes avant de mourir, son frère Gary a décidé de porter plainte. C'est quelque chose que je devais faire pour mon frère. Il ne méritait pas de mourir comme ça. C'était juste horrible. Sûrement la pire exécution de l'histoire. Moi, je ne comprends rien de ce qui s'est passé. Les procédures, est-ce qu'elles étaient professionnelles ou expérimentales? Est-ce qu'on l'a pris pour un rat de laboratoire? On n'a pas le droit de torturer. C'est pas ça l'Amérique. Mais Gary et sa femme n'oublient pas l'atrocité du crime. Pour la famille de la victime, c'est horrible. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. On aimerait tellement, peut-être pas leur dire en face, mais qu'ils sachent combien on compatit et à quel point on est désolé. On ne sait pas vraiment quoi dire ou faire d'autre. Si l'exécution ratée de Clayton Lockett a marqué les esprits, en Oklahoma, plus de 7 personnes sur 10 restent favorables à la peine de mort. Alors du côté des politiques, on planche déjà sur une nouvelle méthode d'exécution. Depuis plusieurs mois, à la Chambre des représentants, un homme s'active en coulisses. Mike Christian est député du Parti républicain. Voici l'étude et ça, c'est le projet de loi. Ce texte légalise la mise à mort par inhalation d'azote. De l'azote, dans un simple masque ou une cagoule. Le coût est minime. En plus, pas besoin de personnel médical. Une solution qu'il trouve pratique et économique. Selon lui, elle serait aussi sans douleur. À faible dose, tu ressens même une sorte d'euphorie. Donc, tu ne te rends pas compte de ce qui t'arrive jusqu'au moment où tu rends ton dernier souffle. En promettant une mort douce, les conservateurs espèrent redorer l'image de la peine capitale. Je pense qu'on peut mieux faire au XXIe siècle que d'électrocuter quelqu'un ou de le pendre. Si on doit exécuter, on doit le faire humainement. L'Oklahoma est le premier État américain à autoriser l'exécution par inhalation d'azote. Une vingtaine d'autres étudieraient actuellement cette option. Chez Billy Ogden, la nièce du condamné à mort Richard Glossip, on est bien loin de partager l'enthousiasme de Mike Christian. Faut que je nourrisse mes petits. Billy est même particulièrement en colère. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'un humain ressentirait. Ils accepteraient, eux, de se laisser gazer en premier pour voir ce que ça fait? Sa mère, Nancy, partage son indignation. S'ils utilisent du gaz, ils ne valent pas mieux qu'Hitler.
De toute façon, c'est pas humain d'exécuter. Pour elle, la seule vraie révolution serait d'en finir avec la peine capitale. On ne devrait plus avoir la peine de mort aux États-Unis. C'est ridicule. Et je dis ça en tuant des criquets. Mais ça, c'est la nature. En juin 2015, la Cour suprême des États-Unis a tranché sur la question du midazolam. Par 5 voix contre 4, les juges ont déclaré ce produit constitutionnel. Les États qui avaient suspendu les exécutions ont tous décidé de les reprendre. Richard Glossip, le condamné que nous avions interviewé par téléphone, doit être exécuté le 16 septembre, avec du midazolam. Quant à Rodney Reed, s'il a provisoirement sauvé sa peau, il est toujours en attente d'une décision du juge. Nouveau procès ou nouvelle date d'exécution, il patiente dans le couloir de la mort.